Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Le Milan et l'Atalanta se sont quittés hier soir sur un match nul, un but partout. Hakan Çalhanoğlu a ouvert le score sur un magnifique coup franc, mais Duvan Zapata égalisera en fin de première période. Aujourd'hui, pour débriefer ce match, à mes côtés, nous avons Marco. Salut Marco. Salut à tous. Et nous recevons notre deuxième invité en la personne de Victor Estrangin de l'émission Les Réservistes. Bonjour et bienvenue Victor. Salut tout le monde. Comme d'habitude, nous aborderons nos tops et nos flops. Et enfin, dans les débats du jour, nous reviendrons sur les questions autour du mercato sans Rangnick. Quelles pistes sont désormais privilégiées et lesquelles sont d'ores et déjà abandonnées? N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, activez la cloche pour être au courant de la sortie de nos émissions et mettez un pouce bleu pour nous donner de la force. Bien Marco, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Alors, rencontre assez équilibrée. Je pense qu'on peut quand même s'estimer heureux d'avoir le nul sur ce match parce que c'était certainement le match le plus dur depuis la reprise du Covid. C'est un match qu'on n'a pas démérité. Comme dit Gasperini en fin de match, l'Atalanta aurait pu gagner, mais le Milan aussi. Honnêtement, c'était un match très ouvert et je pense que Çalhanoğlu nous a bien rendu service en marquant ce but. Je pense que les deux équipes ont fait preuve d'un bon match. Ils ont montré des occasions. On n'a pas trop risqué du côté milanais. Donnarumma nous sort un super arrêt qui nous permet totalement de rester dans le match parce que je pense que si on prend le 1-1 plus tôt, ça aurait pu être compliqué. Mais honnêtement, beau match et à retenir la première de Donnarumma en tant que capitaine et qui arrête un but pour son 201e match. Très bien. Victor, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, moi je trouve que 1-1 c'est plutôt un bon résultat, déjà au vu de la fatigue des joueurs, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous carbo, mais pas que du côté de Milan, mais toute la Serie A, tous les joueurs en peuvent plus. Et aussi un bon résultat en fonction aussi au vu de l'absence de certains cadres, notamment Bennacer et Théo Hernandez. On a aussi vu leur importance quand ils sont pas là. Donc voilà, je trouvais qu'il y a quand même beaucoup d'intensité, notamment en seconde période. Après, voilà, pour du côté Milan, peut-être une manque de précision, de rigueur ou de technique dans le dernier geste, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément tant tenté que ça. En deuxième mi-temps, à part la frappe de Bonaventura sur le poteau, je crois que j'ai pas forcément de souvenir d'une occasion franche. On a Salamakers qui loupe la balle du 2-1 sur Ouais. un beau mouvement de Leao sur le côté, mais Ouais. il s'en mêle les pinceaux. Voilà, mais pas mal de petites imprécisions techniques, notamment Rebic tout à fait. qui, je crois que c'est Ibrahimovic qui lui laisse un boulevard, il part, il oublie le ballon. Enfin voilà, plein de petits détails techniques qui c'est un petit peu pêché dans ce geste-là et du coup, ça nous a empêché de se créer bon nombre d'occasions. Mais voilà, sinon je trouve que c'est quand même un bon point pris contre une équipe quand même plutôt très en forme. C'est pour moi la meilleure équipe de Serie A cette saison. Et puis voilà, ce qui m'a surtout marqué, franchement, c'est l'importance de Bennacer et de Théo Hernandez dans notre jeu, quoi. Quand ils sont pas là, il y a presque pas de jeu. Complètement. L'absence de Bennacer, surtout, on a vu un Bilia passer complètement à côté de son match. On aura l'occasion d'y revenir. Mais oui, il est temps qu'il revienne, que Bennacer revienne sur notre milieu de terrain. Et on va pouvoir se poser des questions, je pense notamment dans le débat, sur la profondeur de notre effectif à ce poste-là, avec du coup le départ de Bilia, mais qui sera plutôt bénéfique pour nous. Mais par contre, peut-être celui de Bonaventura qui va être un peu plus préoccupant parce que j'ai trouvé que moi, il a fait une bonne rentrée. Enfin, j'ai trouvé qu'en deuxième période, l'Atalanta a mis beaucoup de choses en place et était vraiment très percutant sur les 20 premières minutes. J'ai eu peur que ça devienne long et qu'on se fasse vite dépasser au score. Mais l'entrée, le triple changement effectué par Pioli nous a vraiment permis de prendre un bol d'air. Leao a été très performant, j'ai trouvé. En tout cas, il a fait beaucoup de bien à la place de Rebic. Tandis que Bonaventura et Krunic ont vraiment apporté un peu de fraîcheur et nous ont permis de reprendre un peu le contrôle du match parce que c'est vrai qu'à partir de leur entrée, Milan a eu plus d'occasions franches. Fallait faire quand même attention derrière, mais j'ai trouvé que la défense a quand même résisté en seconde période face à une équipe qui est quand même sur le papier, et même on l'a vu quand même en première période, était supérieure à la nôtre. Mais voilà, bon point pris par les Milanais, pas aidé par la performance désastreuse de Bilia. Et voilà. Bon, on va passer sur la partie individuelle. Maintenant, vos tops, les gars. Marco, je te laisse commencer. En top, je vais mettre les deux défenseurs centraux, Kier et Gabbia, qui je pense ont fait une très bonne performance. Gabbia a montré qu'il avait un bon jeu au pied, contrairement à Romagnoli qui ose peu tenter quand il est là. Là, Gabbia, franchement, a fait de belles ouvertures. Je vais mettre aussi Laxalt, qui c'était celui qui m'inquiétait le plus quand j'ai vu le 11 de départ. Surtout qu'il était du côté de Papou Gomez. Et honnêtement, je pense qu'il s'en est bien sorti. Pas beaucoup d'apports offensivement, mais défensivement, je pense qu'il a bien réussi à tenir les offensives de l'ADA.
Sinon, comme tu l'as dit, Bilia. Bilia, ça va être mon gros flop. Mais bon, on s'y attendait un peu. C'est compliqué de remplacer Benasser. Et pour moi, ouais, c'est vraiment un joueur qui a été en dessous. Et sinon, pour rester dans les flops, je vais mettre Makers, qui pour moi ne doit pas louper le but du 2-1. C'est un but que tu dois tuer et finir le match à ce moment-là. Et je vais un peu m'opposer à toi sur les rentrées, parce que je trouve que ce soit Leao comme Bonaventura, je pense que même s'ils ont fait une bonne rentrée, Leao a failli nous offrir le but du 2-1. Mais je pense qu'ils n'ont pas assez donné. C'est des joueurs qui sont frais et qui auraient dû un peu plus courir. Quand on les compare à des Rebic qui vont courir sur tout le terrain pour essayer de faire un pressing et remporter la balle, j'ai été un peu déçu de Leao qui par moments trottinait, marchait. Oh, je Et suis pas voilà. d'accord. Il a fait quand même de belles accélérations. Il se fait un peu gêner par le bon retour défensif de Zlatan. Je dis ça ironiquement, mais c'est Zlatan qui va gêner le contre emmené par Leao. Il a apporté du coup deux belles occasions successivement pour Makers sur son côté gauche. J'ai trouvé justement bien en jambes et moins nonchalant que d'habitude sur son entrée. Alors moi, donc offensivement, c'est clair, il n'y a pas de souci. Il a fait de bonnes accélérations, il a essayé d'apporter des actions. Mais c'est plus dans le pressing que je lui reproche quelque chose. En plus, défensivement, il n'apporte pas, il ne redescendra jamais. À un moment, même Ibra est venu redescendre à sa place. Donc j'aime bien Léo, je pense que c'est franchement quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup dans le futur. Mais j'attends toujours plus de lui en fait. Et à chaque match, c'est ça, même quand il met un super but, etc. J'ai toujours envie de voir plus de sa part. Sûr que sur l'engagement, on voit vraiment le contraste avec Rebic qui est vraiment partout sur le terrain, qui redescend très bas, qui va apporter à l'image d'un Cavani, qui va apporter du soutien défensif, du repli défensif, même quand il va perdre le ballon. Donc c'est sûr qu'il y a un contraste quand Léao rentre. Moi, j'aime beaucoup la position de Léao en tant que super sub, parce que je trouve que voilà, dans un match où il va jouer 30 minutes, parce qu'il le fait quand même rentrer à chaque fois assez tôt, Pioli, je trouve que son apport offensif est vraiment intéressant et peut permettre. Voilà, on a vu aussi Castillero apporter beaucoup de bien après la sortie de Makers. Je suis content qu'il revienne. On va peut-être le voir sur les 2 dernières rencontres. Je pense que vraiment, ça peut être deux joueurs au début de la saison prochaine qui peuvent être importants dans notre rotation. Reste à trouver un ailier droit. Ah, faut trouver un ailier droit titulaire parce que je suis d'accord avec toi que Castillero, c'est pas assez bon C'est le à mon Makers encore sens. pire. Oui, Makers, c'est pareil. Très bien. Tu avais quelque chose à rajouter sur tes tops et tes flops ou pas, Marco? Évidemment aussi en top, je vais mettre Çalhanoğlu. J'ai beaucoup de mal d'habitude avec ce joueur-là, parce que je trouve que même si en ce moment, bon, il a investi sur Il les marche trois sur quarts l'eau. de dernier but, mais mis à part ça, je trouve que souvent il loupe des passes assez simples, il est pas assez régulier, on va dire. Mais bon, il arrive toujours à faire des exploits et ça sauve en grande partie ses matchs et ça en fait même de bons matchs. Mais sinon, hier, très beau but, un beau coup franc, bien tiré, donc évidemment, je le mets dans les tops. Très bien. Victor, à ton tour. Au niveau des tops, moi, il y en a un que j'ai trouvé excellent, mais il a fait un travail un peu dans l'ombre et surtout au niveau des manques, parce qu'on n'a pas forcément pu jouer hier sur les côtés, parce que le côté droit il était quand même dégueulasse, parce que Selmakers, Calabria, c'était chaud. Et puis Laxalt, il pouvait pas faire le même travail que Théo Hernandez, donc on a beaucoup joué dans l'entrejeu du terrain et on a vachement balancé sur Ibrahimovic. J'ai trouvé Ibrahimovic vraiment très bon dos au but. Il a fait un travail dans Incroyable. l'ombre. Incroyable, il a fait une sorte de match de sacrifice. Il a gagné 17 duels, 17 Ouais, duels sur 21 possibles, je crois. J'avais vu une stat comme ça. c'est ça. Et enfin, c'était véritablement le point d'ancrage en fait de l'équipe. Puis avec tous ces joueurs qui gravitent autour de lui, que ce soit Çalhanoğlu, Rebic, Selmakers, puis après Leao et Bonaventura. Voilà, il a vraiment été excellent dans ce rôle de pivot. Il a même joué bien plus bas que d'habitude. Et moi, j'ai trouvé vraiment très bon. C'est dommage qu'il n'ait pas été récompensé par une passe décisive ou un but. Mais vraiment, non, si vraiment je devais en retenir un, c'est évidemment Ibrahimovic. Et après, il y en a un que j'ai trouvé très bon aussi, c'est Kessié. Parce que là, Kessié, il avait encore un rôle différent de celui qu'on a l'habitude de voir. C'est que là, il supplée aussi l'absence de Benasser. Complètement. On Il l'a était vu tout beaucoup seul. plus dans la récupération du ballon que ce qu'il était ces dernières semaines. Et pas forcément aidé par Bilia qui se marchait un petit peu dessus, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était l'un des seuls bons au milieu de terrain, même du côté de l'Atalanta. J'ai trouvé que Freuler et De Roon n'étaient pas forcément aussi bons que d'habitude. Et c'était vraiment l'un des seuls milieux de terrain qui montrait une certaine aisance technique, une certaine aisance dans la relance, etc. Ah oui. Donc, j'ai trouvé Kessié vraiment encore d'une autre dimension hier soir. Et voilà, c'est un rôle qui lui sied plutôt bien. Et après, un autre top, je suis totalement d'accord avec Marco, c'est la défense Kier-Gabia, avec notamment une petite mention spéciale pour Gabia, qui vraiment, je trouve qu'il enchaîne, il monte
en puissance à chaque fois. Je trouve qu'il gagne aussi en sérénité. On l'a vu vraiment relancer de manière tout à fait sereine, saine, aisée. Des choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées quand on n'a pas forcément une aussi bonne aisance au pied que les défenseurs centraux. Lui, il a grandi en tant que 6, donc il a une certaine aisance, un certain volume de jeu. Et je trouve franchement que c'est vraiment un joueur qui peut être vraiment dans la rotation, notre troisième défenseur central. Et c'est un joueur qui, dans 3-4 ans, va exploser clairement. Franchement, moi, je mets tous mes espoirs sur lui. C'est vraiment un vrai futur pour Milan. Il ne faudrait pas le perdre bêtement comme on a perdu certains joueurs ces dernières années. Très bien. Au niveau de tes flops? Au niveau de mes flops, Bilia, pour la raison dont on sait tous, hein, il n'a rien apporté. Il est victime d'une faute assez grossière quand même sur Milinkovic. Franchement, il aurait mérité un rouge clairement et ça aurait pu vraiment nous valoir tout le match. Après, au niveau des flops, moi, je suis pas forcément totalement d'accord avec toi, Marco, sur l'Axalt. Certes, on a senti qu'il était généreux, qu'il avait envie de montrer qu'il était là, qu'il avait envie, voilà. Sauf que la différence avec Théo Hernandez, elle est quand même considérable. Et après, bon, là aussi où ça a été difficile, c'est qu'il n'a pas forcément lui de remplaçant. Et enchaîner 90 minutes comme ça, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas joué 90 minutes. Voilà, moi j'ai trouvé que les dernières demi-heures, il était totalement cramé et on a de la chance de ne pas s'être fait surprendre sur le côté gauche et sur le côté droit de l'attaque de la DA parce que clairement c'était un plot à la fin. C'était un plot, donc j'ai trouvé quand même un petit peu en deçà de ce qu'il peut montrer, de ce qu'il a déjà pu montrer avec Milan parce qu'il a déjà fait des performances plutôt correctes. Et sinon après moi celui qui m'a vraiment dérangé c'est Selmakers. Je l'ai trouvé vraiment pas bon hier soir. Pas bon du tout. J'ai trouvé qu'il n'avait pas forcément réussi grand-chose. Il a tenté des doublements vraiment téléphonés avec Calabria, des talonnades, des trucs comme ça. J'ai trouvé vraiment que c'était assez moche. Et je trouve peut-être on surestime un petit peu les capacités de Selmaker. Je pense qu'il est très très bon, mais vraiment que dans une rotation. Après, bon là, il est titulaire parce qu'il n'y a pas forcément trop de choix. Castillero revenait de blessure. C'est ça. Et puis à droite, on a quand même une certaine carence. Hein. Le recrutement sur ce côté-là va être primordial. Mais je sais pas, j'ai trouvé franchement qu'il avait vraiment du mal. Et avec un joueur un tout petit peu plus à l'aise, je pense que le match aurait vraiment pu être gagné parce que vu qu'à gauche il n'y avait personne et à droite il faisait pas forcément le taf, on avait un jeu très stéréotypé et on n'a franchement pas inquiété une défense qui hier soir était pas très sereine du côté de la DA. Jim City n'était pas trop mauvais, mais avec l'absence de Palomino, on voit qu'il y a un petit souci, on va dire, d'assurance dans cette défense centrale hier soir. Et je trouve qu'on n'a pas forcément exploité parce que le seul but qu'on marque, c'est un but sur coup de pied arrêté. Et on n'a pas forcément pu exploiter ces failles défensives de l'ADA qui étaient pour moi assez évidentes hier soir. Très bien. Moi, je vais te rejoindre sur les flops. Mon premier flop est Calabria. Donc, avec Saymaker, je vais les mettre ensemble le couloir droit. Parce qu'on s'est vraiment fait bouger par Duvan Zapata et Gomez qui faisaient vraiment son petit cirque sur leur côté. Calabria est un peu fautif Bon, après, face à Duvan Zapata, physiquement, il n'y avait pas moyen de lutter. Il est fautif sur le premier but, sur le but qu'on prend, je veux dire. Et voilà, Selmakers, pour revenir avec toi, c'est vraiment un joueur qu'il va falloir utiliser un peu comme Borini. Pour moi, c'est le Borini belge. Voilà, c'est vraiment un joueur de rotation. Parce qu'en plus, il peut jouer défenseur droit aussi. Il peut jouer défenseur droit, il peut jouer ailier droit, il pourra jouer au milieu de terrain si jamais il faudra dépanner. C'est un joueur qui montre énormément d'envie sur le terrain, mais qui techniquement est quand même limité. Il a une bonne accélération, il se bat. On voit que quand il perd des ballons, il en perd quelques-uns par match, il se bat pour essayer de récupérer ou faire vite faute pour éviter le contre. Donc, il y a cette envie à la Borini, mais c'est un joueur qui est beaucoup trop limité et qui s'arrêtera vraiment dans une rotation ou quelques minutes dans des matchs de Ligue Europa. Pour moi, ça ira pas plus loin. Mon flop, c'est Bilia, pour le coup. Alors, j'ai trouvé son positionnement indigne d'un footballeur hier en première période notamment. Il était complètement dépassé, mais je le voyais devant Zlatan Ibrahimovic sur des possessions de l'Atalanta où Kessie était tout seul à faire le travail pour deux. Le carton qu'il prend, pour moi, c'est rouge foncé. Je ne comprends pas comment, avec la VAR, l'arbitre arrive à siffler jaune. Et pour le coup, on se sent extrêmement bien. Alors, j'ai vu que… Je pense que c'est la double peine qui a ralenti. Voilà. C'était qui a arbitré hier? C'était… Je ne sais plus quel joueur. Milenkovic, je ne sais plus comment c'est son nom, mais c'est sur lui qui fait faute. Mais oui, pour moi, c'est rouge foncé et on s'en tire vraiment bien. La rentrée de Krunic, comme je l'ai dit, fait beaucoup de bien. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait débuter dès le début du match. Voilà, Bilia, vivement qu'il parte. J'ai vu, on l'a payé 20-25 millions, je crois, plein pot à la Lazio lors du magnifique mercato de Fassone et Mirabelli.
25 millions pour un joueur qui nous a même pas offert 5 bonnes prestations en 3 ans, je trouve ça quand même… Voilà, en plus, il n'a pas dû vendre beaucoup de maillots. Bilia, c'est pas le joueur très, très mis en avant. Donc voilà, franchement, Ouais, mais 25 après, ça, c'est millions, ça vraiment fait pas le mal. principal, hein. Je pense que moi, j'ai trouvé vraiment très bon Bilia dans certains matchs avec nous. Après, évidemment, il a pas rentabilisé les 25 millions. Mais bon, après, que ça soit pas un joueur marketing, etc., ça, c'est vraiment Non, le non, non, cadet mais ce de, que le je veux cadet de nos dire, c'est que soucis. voilà, Mais oui, il n'a pas rendu l'investissement qu'on avait fait sur lui, ça, c'est voilà, sûr. c'est ça. Quand Mais j'ai… non, ça a été un très bon joueur. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon joueur, surtout à la Lazio. Mm. Mais voilà, maintenant, il a 34 ans, je crois, c'est fini. Voilà, ça a bon vent. Enfin, il faut qu'il rentre au pays ou qu'il aille dans un petit club. Le football au niveau est terminé pour ce joueur, c'est sûr. Donc, au niveau de mes tops, Donnarumma, pour son penalty sauvé, pour son premier match en tant que capitaine, tu l'as dit, Marco. Voilà, encore une bonne prestation. C'est vraiment un joueur qui a été irréprochable toute cette année. Très peu d'erreurs ou quoi. Donc, vraiment à saluer sa performance. En deuxième position de mes tops, c'est drôle parce que on a tous mis la même chose, c'est la charnière. Autant Kier que Gabia, j'ai trouvé qu'ils ont été vraiment très complémentaires. Kier a vraiment assuré en taille patron, tandis que Gabia je trouvais à l'image de Kier, parce qu'on avait plus l'habitude de Kier et de ses belles relances. Il nous avait fait 1 ou 2 matchs comme ça avec vraiment un jeu long très propre. Et là, pour le coup, c'était Gabia qui a eu ce rôle-là. Avec, voilà, j'ai l'image d'une longue transversale qui va malheureusement en touche parce qu'elle n'est pas très précise sur Saelmakers, mais on sent vraiment un potentiel là-dessus de défenseur-relanceur. Donc voilà, ils ont vraiment fait le taf face à l'équipe de l'Atalanta qui est la meilleure attaque d'Italie de loin. On ne prend qu'un but. Quand on voit la défense sur le papier au coup d'envoi, c'est limite un miracle. Et quand on sait que Calabria et Laxalt n'ont pas été bons, ça met encore plus en relief la très bonne prestation de nos 2 centraux qui ont vraiment tenu la baraque. Grâce aussi à Kessié, évidemment, qui était juste devant eux, qui les ont vraiment bien aidés. Donc voilà, grosse performance de notre charnière. Et enfin, top 1, Zlatan. Zlatan, voilà, tu l'as dit, c'était 19 duels gagnés, donc 14 duels aériens. En deuxième période, c'était impressionnant. Chaque ballon de Donnarumma arrivait sur la tête de Zlatan. Caldara était complètement dépassé. Zlatan l'a mis dans sa poche. Voilà, match sacrifice, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment ça. Je sais même pas s'il a frappé au but, Zlatan. J'ai un doute. Je pense, j'ai pas de mémoire d'une frappe. Pas de souvenir non plus. Voilà. Comme on a remarqué dès le début, Caldara avait la consigne de faire un marquage individuel sur Ibrahimovic. Donc Ibrahimovic, il a énormément décroché. Il a toujours été derrière, toujours été plus bas dans le terrain que ses comparses de l'attaque. Même, tu l'as dit, même Bilia, des fois, s'est retrouvé devant Ibrahimovic. Et en fait, comme il y avait du coup ce marquage individuel sur Ibrahimovic de la part de Caldara, le fait que Ibrahimovic rentre vraiment dans l'intérieur du terrain et redescende beaucoup, ça libérait énormément d'espace pour les autres attaquants. Et en plus, comme on sait qu'il y a ce dépassement de fonction souvent de l'Atalanta, un Toloi qui, je trouve, moi, c'est pas un très bon défenseur, mais par contre, il a 5 ou 6 passes décisives cette saison. Enfin, c'est quelqu'un c'est un défenseur central qui joue quasiment toujours dans la surface adverse. Donc en fait, il y avait tellement d'errance possible pour nous, les Milanais, pour essayer de marquer, que c'est limite frustrant de ne pas avoir vu de but dans le jeu. Et tout ça a été créé uniquement par le déplacement d'Ibrahimovic. Et franchement, c'est dommage que ça n'a pas été conclu par un but, mais son travail a été vraiment considérable hier soir. Tout à fait. Petit mot pour Donnarumma, c'était le 10e penalty qui stoppe. 10e penalty qui stoppe. Je trouve ça énorme. Oui, énorme. Il a presque, du coup, il a remporté un tiers de ses duels sur penalty, parce que je crois qu'il a concédé 33 penalties et 34, je ne sais plus. Donc presque un tiers. Tu as 21 ans et que tu as déjà 201 matchs avec le Milan, c'est incroyable. Et là, son 201e match, il est revenu à la même hauteur que Van Basten et que Rijkaard sous les couleurs de l'AC Milan. Et je pense qu'il va avoir une carrière bien plus longue derrière. Donc voilà, ce qui est très très bien dans ce club-là, c'est qu'on a des jeunes qui sont vraiment intégrés dans ce projet-là, des jeunes et des moins jeunes qui sont aussi intégrés. Et ça peut vraiment nous certifier vraiment une solidité à plusieurs rangs. Défenseur central avec Romagnoli, Gabia, gardien avec Donnarumma, Benacer s'il s'inscrit sur le long terme. Et devant, on a toujours des petits jeunes qui vont rester longtemps au club. Et non, je trouve ça très très bien. Et dernière petite chose, mention spéciale aussi à Bonaventura qui a fait une très très bonne rentrée, j'ai trouvé. Et moi, ça me fait vraiment chier si on le perdait cet été. Je pense que ça va être un dossier qui va être vu à la fin du match face à Cagliari, quand la saison sera finie. Mais je ne suis pas non plus persuadé que Milan va finalement le laisser partir. Ça ne m'étonnerait pas un retournement de situation, d'une prolongation d'1 an de Bonaventura. Parce qu'il est revenu en forme, franchement, avant le confinement, c'était vraiment très laborieux son retour de blessure.
Et il a eu quelques matchs pour se mettre en jambes aussi où c'était pas terrible au début de la reprise du championnat. Mais là, depuis un mois, je le trouve vraiment plus fort, plus régulier. J'ai trouvé qu'il a vraiment retrouvé, comment dire, Son aisance technique. ouais, l'aisance technique et surtout voilà, du rythme en fait. On le sentait dépassé, j'avais Ouais. l'impression qu'il était proche de la retraite. Et là, on ressent un peu de la condition physique chez Bonaventura. Donc, je suis d'accord avec toi, j'aimerais bien qu'il prolonge d'1 an. Tu vois, ça peut être un Après, joueur. c'est un des plus gros salaires du club, hein. Ouais, Je crois aussi. qu'il touche 1,1 ou 1,2 million. C'est pas sûr que les dirigeants milanais souhaitent garder ça. Je pense qu'ils préfèrent limite investir sur un petit jeune qui va toucher 400 000 et qui va être un peu plus rapide. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux vraiment le garder parce que c'est un bon joueur qui a déjà en plus porté le brassard. Moi, je trouve ça très important. Et il a porté le Milan sur ses épaules pendant presque 6 mois, il y a 1 an et demi. Et un petit peu à l'image d'El Shaarawy à l'époque où on souffrait pas mal et qu'on a vendu un petit peu bêtement, j'ai trouvé, parce que aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ces dernières années, si on avait eu un joueur comme El Shaarawy dans notre équipe, ça aurait été plus que bénéfique. Très bien, je suis Il d'accord faut avec faire toi. attention. Il faut faire attention à vendre des joueurs qui, pour économiser quelques euros, parce qu'au final, si un jeune qu'on prend ne satisfait pas, on va prendre un autre joueur qu'on va acheter pour 25 millions, sauf qu'au final, il vaut mieux mettre 25 millions sur le salaire de Bonaventura pendant 2 ans plutôt qu'un joueur je sais pas, qui n'a pas déjà l'expérience de Serie A, parce qu'on sait que le temps d'adaptation en Serie A est suffisamment long pour louper presque une dizaine de matchs. On l'a vu avec Rebic ou avec d'autres joueurs. Mais voilà, je pense que ça serait quand même une prolongation serait vraiment la bienvenue, surtout qu'en plus il peut jouer à la fois titulaire et à la fois comme super sub. Il a pas du tout, enfin, il demande pas à être titulaire à tous les matchs. Bonaventura, il accepte son rôle dans la rotation à présent, donc ça peut être vraiment que bénéfique. Surtout Très que bien. s'il quitte le Milan, Ouais. après je termine, excuse-moi, Vas-y, s'il vas-y. quitte le Milan, il va très certainement rejoindre Torino ou l'AS Roma, qui sont les 2 clubs qui ont vraiment montré un intérêt pour lui. Et clairement, il va être titulaire dans ces clubs-là, alors qu'il pourrait vraiment être titulaire dans l'autre. Je trouve vraiment bête de perdre un joueur de la prestance de Bonaventura. Puis on sait que les anciens joueurs de l'AC Milan ont une fâcheuse tendance à exceller face à nous. Donc, Le goal d'Elex. je vois pas pourquoi Bonaventura échapperait à cette règle. Très bien, on va passer maintenant au débat du jour autour du mercato. Donc la semaine dernière, en tout cas lors du dernier match, un peu plus tôt cette semaine, on a appris que Ranić ne viendrait pas à l'AC Milan. Qu'adviendra du mercato? Du coup, Madine Pioli, Madine Zlatan Ibrahimovic, peut-être, qui va faire quelques suggestions, qui aura peut-être son mot à dire. Maldini aussi. On sait que des joueurs comme Szoboszlai, qui étaient très très proches, mais par le biais de Ranić, devraient normalement ne pas venir à Milan. À quoi s'attendre en fait pour ce mercato? On sait que les pistes sont, je pense, ailier droit, défenseur droit, milieu centre. On sait que là, on parle beaucoup de Tonali ces dernières 24 heures, qui devrait être la priorité de l'AC Milan. Donc, à quoi s'attendre, Marco? Alors en effet, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut oublier des joueurs comme Szoboszlai. Un joueur qui était prévu dans le mercato de Rangnick et que j'espère qu'on va quand même essayer de faire venir, c'est Jovic, car je pense qu'il va nous falloir un buteur de toute façon. Qu'Ibra reste ou non, il nous faudra un buteur, et je pense que Jovic, de par son entente dans le temps à l'Eintracht Francfort avec Rebic, peut nous apporter beaucoup. C'est un joueur, on sait qu'il a du niveau, et on sait que voilà, ça serait quand même vraiment dommage qu'il ne vienne pas, parce que ça m'étonnerait que ça soit un flop chez nous. Ensuite, comme tu l'as dit, il faut un attaquant droit à tout prix, parce que Castillejo peut jouer titulaire cette année. Il a pu tenir certains matchs, il a été bon dans certains matchs, mais je pense qu'il nous faut un joueur un peu meilleur, histoire de chercher, parce que notre objectif la saison prochaine sera d'une part la Champions League et peut-être d'essayer de jouer aussi la Ligue Europa. Et donc il va nous falloir déjà un gros effectif et en plus un effectif compétitif. Donc c'est pour ça qu'il nous faudra en fait refaire quasiment toute la charnière droite. Donc aussi bien un ailier droit qu'un défenseur droit, car Calabria comme Conti, des fois ils font des bons matchs, mais honnêtement c'est pas des top classes quoi. Et c'est là que Royal Merson de Barcelone peut être très utile, et je pense que ce serait d'ailleurs un des choix qu'on devrait privilégier. Ensuite, comme tu l'as rappelé, Tonali, ça se rapproche avec nous ces derniers temps, malgré une piste très forte avec l'Inter ces derniers mois, mais bon voilà, ça s'est pas concrétisé avec l'Inter, pourtant on nous disait que c'était quasiment fait. Et là, au dernier moment, on commence à nous parler d'un rapprochement avec le Milan AC, donc avec l'AC Milan, pardon. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de grappiller quelque chose là-dessus. Surtout que Tonali, ça pourrait permettre de vraiment avoir un milieu d'enfer, quoi. Si on garde le niveau de Kessié et Benacer actuel, Tonali permettrait de faire un roulement avec les deux,
donc du coup d'avoir un effectif qui peut tenir sur aussi bien une coupe européenne que sur le championnat. Et honnêtement, ça serait quand même top. Ensuite, je rajouterais qu'il faudrait peut-être un dernier défenseur central, car Gabia comme Romagnoli ou Kier, je les garderai évidemment. Voilà, on a enfin levé l'option sur Kier, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas le prendre. Néanmoins, maintenant, je reprendrai encore un défenseur histoire d'être sûr, parce que par exemple, voilà, en ce moment, Romagnoli est blessé. Kier, en cas d'un nouveau jaune, peut être suspendu. Et donc là, on se retrouverait vraiment dans une position délicate pour aligner un 11. Si on n'a plus Kier ou Romagnoli, Gabia ne peut pas tenir la défense tout seul. Il nous faudra un Duarte autre. revient de blessure, je crois. Oui, mais bon, moi, Victor hausse les sourcils. Non, mais Duarte, j'arrive pas forcément à comprendre ce choix-là. Je trouve pas bon du tout, quoi, vraiment. Je rejoins totalement Victor. Honnêtement, Duarte, il m'avait plu dans 2-3 matchs, mais honnêtement, je pense qu'il faut, voilà, si on veut viser la Champions League ou si on veut viser des grosses coupes, il ne faut pas qu'on se porte sur des joueurs comme Duarte. Il faudrait qu'on vise un meilleur défenseur. Bon, dans le style de Caldara avant, j'aimais beaucoup Caldara. Bon, malheureusement, il a eu une carrière chez nous assez rocambolesque. Mais bon, voilà, je pense que si on veut vraiment jouer quelque chose l'année prochaine, il va falloir garder évidemment une grosse partie de l'effectif là. Bon, évidemment, faire un peu d'épuration. Bilia, Bonaventura. Bonaventura, je reste un peu sur mes gardes avec lui parce que d'un côté, vous avez raison tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est un joueur qui, avec un an de contrat en plus, pourrait nous apporter. Mais d'un certain côté, ça dépend de ce qu'on nous amène en échange. Si à la place de Bonaventura, je peux avoir un Tonali ou des joueurs comme ça, pour moi, il n'y aura pas photo. Je préfère encore m'orienter sur le projet de base et prendre des jeunes, en fait. Ouais, bien sûr, mais après Bonaventura, c'est vraiment un joueur qui, je pense que Pioli va garder ce 4-2-3-1, Bonaventura, c'est un joueur qui peut jouer vraiment à tous les postes sur la ligne de 3 offensive. Et je pense qu'on n'arrivera pas forcément à trouver d'équivalence de Bonaventura à un moindre coût. Ça veut dire un joueur qui coûte moins d'1 million d'euros par mois, moins d'1 million d'euros par an. Donc, honnêtement, je ne vois pas forcément de raison de le vendre parce que même s'il ne joue pas, il sera parfait dans cette rotation-là. Et de toute façon, dans tous les cas, il va falloir qu'on investisse sur un joueur similaire à lui, qui peut jouer sur les côtés ou qui peut jouer dans l'axe. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait en perdre un, surtout qu'en plus, on sait que ça va être très difficile cette année parce qu'en plus, on a la Ligue Europa. Il y aura beaucoup de blessures parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de temps de repos cet été, parce que je crois que le championnat italien va reprendre le 20 septembre, quelque chose comme ça. Donc, ça va être très, très compliqué, je pense, d'arriver à gérer tous ces joueurs. Donc, un joueur quand même comme Bonaventura qui, lui, en plus, veut rester au club dans la rotation, ça me paraît primordial. Enfin, je ne vois pas pourquoi on le vendrait. Moi, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. C'est l'aspect polyvalent de Bonaventura pourrait nous permettre de le garder au moins encore un an. Donc après, voilà, pour moi, faut, des joueurs comme Bilia, faut les dégager. Et puis, il faut essayer de renforcer à chaque secteur, en fait. Renforcer, au moins prendre 1 ou 2 joueurs dans chaque secteur afin de pouvoir vraiment avoir un effectif stable et qui puisse jouer aussi bien la Coupe européenne que le championnat ou la Coupe d'Italie. Un retour de Thiago Silva libre avec un gros salaire, est-ce que ce serait une bonne pioche pour l'AC Milan? Je pense pas. Honnêtement, pourtant d'habitude, je suis fan des retours comme ça à la Ibrahimovic. Mais là, Thiago Silva, avec un gros salaire, pour moi, je vois pas l'intérêt en fait. On a une défense qui est solide. On a Kier maintenant qui apporte ce côté expérience. On a Romagnoli qui est pour moi un des futurs grands défenseurs. Donc je vois pas l'intérêt de prendre un Thiago Silva qui aura un gros salaire, qui serait même pas titulaire et qui, je pense, qu'au niveau de son niveau pur et dur, ne peut pas être au-dessus de Kier ou Romagnoli actuellement. Si Thiago Silva revient, il sera titulaire, c'est sûr. C'est sûr. Ils ne vont pas se permettre de reprendre un joueur qui coûte 10 millions d'euros par an et pas le mettre titulaire. C'est ça, pourquoi se permettre de le reprendre, étant donné qu'on a pour l'instant une défense qui s'entend à merveille. Kier, Romagnoli, honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une entente pareille. Et non, pour moi, Thiago Silva, surtout, de par son salaire beaucoup trop élevé, ça serait bête de le prendre. Je préfère prendre un attaquant jeune comme Jovic, qui aussi a un gros salaire, mais qui au moins peut nous apporter quelque chose pour la suite. Thiago Silva il est vieux, quoi. On arrive vraiment sur sa fin de carrière. Ça serait plus pour retrouver l'âme du club d'antan, mais honnêtement, si on garde Ibrahimovic, je préfère m'en sortir avec lui qu'aller chercher Thiago Silva. Dans un beau football fiction, on aurait Thiago Silva et Ibrahimovic, tous deux partis au pire moment et qui ont amorcé un peu la déroute de notre AC Milan, qui reviennent et qui mettent l'AC Milan en Ligue des Champions avant de partir en retraite. ça pourrait être une très belle histoire. Ouais, c'est 12 millions d'euros annuels, Thiago Silva, quand on sait que il a 1 million d'euros par mois.
C'est ça. Quand on sait que le plus gros, c'est Donnarumma avec 6 millions, donc moitié moins. Donc c'est vrai que ça a l'air très compliqué à déloger. Non, mais je pense qu'il va aller rejoindre Everton avec son bon vieux pote Ancelotti. Ou Leeds qui a l'air d'être assez chaud sur Ouais, Cavani. Ibrahimovic, on a entendu une rumeur, mais bon, je pense pas qu'il ira non plus. Ok, donc Tonali, moi je pense qu'il nous faudrait aussi donc un remplaçant à Musacho et Duarte que j'aimerais bien voir partir. Musacho, je trouve qu'il est plus dans le coup depuis un an. Voilà, il a fait son travail dans un mauvais Milan AC. C'était pas le plus mauvais à chaque match. Mais je pense que maintenant, s'il faut évoluer, je pense qu'on peut trouver quelqu'un d'un peu mieux, peut-être, sachant que je suis pas sûr que Musacho se cantonne accepte une place de vraiment rotation. Et je pense qu'il a encore la cote en Espagne, donc il trouvera une terre pour rebondir après l'AC Milan. Duarte, je pense qu'il retournera en prêt. Je ne sais pas si Milan, parce qu'il a quand même un contrat qui va jusqu'à 2024. Donc je ne sais pas si Milan va le lâcher, mais je pense qu'il repartira en prêt quelques années. Et du coup, on se retrouve avec Gabia, troisième défenseur. Et donc, on aurait peut-être besoin de recruter un autre joueur. Donc moi, alors sans faire appel à aucune rumeur, j'aimerais bien pourquoi pas un Mamadou Sakho. Parce que je sais qu'il a évolué avec Zlatan. C'est vraiment un joueur d'effectif qui, voilà, il joue à Crystal Palace, donc je ne pense pas que maintenant il soit très cher. Il a la trentaine, c'est un joueur d'expérience, qui a de l'expérience sur la scène internationale, homme de grand rendez-vous, et puis un joueur que j'apprécie particulièrement. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, ce type de joueur, en tout cas si ce n'est pas lui, mais ce type de joueur voilà, qui a envie, qui n'a pas un ego surdimensionné et qui se cantonnerait à un rôle de rotation, avec quand même des matchs en Ligue d'Europa. Donc, à partir de février, si on joue vraiment à la Ligue Europa, c'est des matchs où les joueurs peuvent être importants. Voilà, à droite, j'ai du mal encore à voir. Du coup, Szoboszlai, ça se refroidit même s'il joue à gauche. J'ai du mal à imaginer qui est-ce qu'on pourrait prendre là tout de suite. Je pense que ça va être un poste. En plus, ça n'a pas l'air d'être la priorité des dirigeants. J'ai l'impression que vraiment, ils mettent tout sur le poste de latéral droit, donc qui est notre priorité, je suis d'accord. Et même au milieu de terrain avec Tonali, mais ça m'inquiète de voir que ce n'est pas la priorité des dirigeants, le poste d'ailier droit. Ça a l'air de leur plaire Castillero et Saelmakers. Donc bon. Voilà, messieurs, on va refermer cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Marco, Victor, merci d'être venus. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Victor Estrangin, on va le mettre là en visuel. Un grand merci et puis on se retrouve bientôt. Forza Milan, ciao. Ciao.